Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, bon début de semaine à vous tous qui suivez ce magazine Kiosque. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 août 2023. Merci de nous rester fidèles. L'actualité en République démocratique du Congo est marquée par plusieurs sujets. Alors nous avons retenu quelques-uns ce matin. Nous allons tout d'abord revenir sur les 9e Jeux de la francophonie, ces Jeux qui ont fait la fierté de la République démocratique du Congo, mais il y a des mécontentements aux côtés des prestataires qui réclament leur dû. Il y a aussi des mécontents qui sollicitent la reconnaissance, ceux qui ont été à la genèse de ces Jeux, sollicitent en tout cas la reconnaissance. Nous allons en parler avec nos invités ce matin parce que tous les médias en parlent. Autre sujet d'actualité, nous allons revenir sur le congrès de l'UNC qui a plébiscité Félix Tshisekedi comme candidat président de la République de l'UNC de Vital Kamerhe. Analyser commentaires, c'est avec nos invités en traitant. Corneille Nangaa est en exil, l'ancien président de la CENI en exil. Analyser commentaires, c'est avec nos invités. Nous parlerons également du procès Matata Ponyo et puis de la clôture des opérations d'enrôlement et d'opération des dépôts des candidatures pour la députation provinciale des conseillers communaux. Il n'y a pas d'engouement, semble-t-il, selon ce que nous avons appris. Nous avons deux invités ce matin, Christian Moleka, sera face à Pascal Oonje pour des analyses pertinentes. Bonjour Christian Moleka. Bonjour madame pour l'invitation à nouveau. Je salue mon co-débatteur habituel, monsieur Pascal, également tous ceux qui nous suivent partout à Kinshasa et certainement dans le monde. Voilà. Pascal Oonje, bonjour à vous également. Bonjour Gisèle, bonjour à Moleka. Merci parce que nous avons respecté la tradition. Le lundi, alors, on est là, comme toujours. J'ai aimé votre sélection parce que là, vous touchez un point important parce que lorsqu'il faut remercier des gens qui ont posé des actes dans un ou un autre secteur, je pense que c'est un acte d'encouragement pour qu'ils fassent mieux prochainement. Je crois que nous allons revenir. Mais ici, j'ai un biscuit. Nous sommes habitués comme ça. Très vite, je crois alors, que non, c'est très important. Très important. C'est en rapport avec le fonctionnement aujourd'hui de l'Office congolais de contrôle. Il y a souvent des actes qui sont pris par le conseil d'administration, qui ne sont pas respectés par le directeur général dans l'exécution. Et ici, il y a un cas en rapport avec la mise en place. Le 14 juillet 2023, le Conseil s'est réuni pour la mise en place en tenant compte de certains éléments. Et on a fait une mise en place ensemble avec tous les membres. Le directeur général était là, le directeur général adjoint était là. Il faut également partie plutôt du conseil d'administration. Et l'OP a été dressé. On a envoyé au ministre des Commerces extérieurs. Il restait simplement de délivrer finalement les actes de notification. Mais le PCA va effectuer un déplacement, j'estime que c'est un politique, pour aller déposer sa candidature, quelques temps après, sans avoir compris l'urgence, et on va encore organiser un autre conseil à son absence, à son ainsi plutôt. Et c'est le 26 juillet 2023, on va organiser un deuxième conseil d'administration, le PCA absent, et cette fois-là, on va prendre des décisions. Ceux qui ont été, en tout cas, engagés, sinon mités, je ne sais pas comment on peut employer comme concept, dans le premier conseil, au deuxième conseil, à l'absence du président du conseil d'administration, ils ne vont pas s'y retrouver. À Kinshasa et à Matadi précisément. À Kinshasa, lors du premier conseil, on a fait des reproches à certains directeurs qui sont ici d'avoir négligé les matériels dont de l'Union européenne qu'ils ont laissé comme ça devenus obsolètes. Alors, de tels gens, on a préféré qu'ils soient mis de côté. Mais curieusement, au deuxième conseil, on les a réintégrés. À Matadi, il y a des gens qui faisaient entrer des conteneurs sans les ouvrir, sans les vérifier. Imaginez, il s'agit de l'OCC. Et lorsque le contrôle n'est pas efficient, n'est pas sérieux, mais c'est un danger pour la population, surtout en cette période également des élections. Et voilà des gens qui, on a estimé qu'ils ne faisaient pas correctement le travail, il fallait les remplacer. On a fait une mise en place intelligente. Et c'est là que je salue d'ailleurs le PCA, mais curieusement après, c'est le directeur général
je ne sais pas avec quelle autorité politique, vont faire des choses autrement à l'absence du PCA pour changer la première mise en place et qui crée aujourd'hui des problèmes. Quand vous suivez l'intersyndicale, elle est montée au créneau et pour dénoncer, et c'est que le directeur général et le reste ont pu faire à l'absence du président du conseil d'administration. Donc il y a un désordre là-dessus. Un désordre, une cacophonie et qui va créer, je pense, un mauvais climat social au sein de la société, alors que censé, en tout cas, nous sécuriser à travers le contrôle des produits. Et c'est la population qui en paye le prix. Comme toujours, hélas. Voilà. Et alors, c'est souhaitable qu'on annule les actes du deuxième conseil pour qu'on considère les actes du premier conseil qui ont été pilotés par le président du conseil d'administration. C'est lui le patron, en fait. Et ça sera annulé? Le souhait des agents est que cela soit annulé pour une paix sociale au sein de la société. Voilà, c'est le souhait de tous. Alors, Christian Moleka, je reviens avec vous avec notre premier sujet. Nous parlions de 9e jeu de la francophonie. Nous avons vu, nous avons suivi d'abord les prestataires qui s'est plaigné par rapport à l'argent. Et puis, il y a aussi ceux-là qui ne sont pas reconnus. Pourtant, ils ont été à la base, à la genèse même de dossiers ou de ces jeux de la 9e jeu de la francophonie. Je cite, il y a par exemple le ministre honoraire de la coopération régionale, John Kwet, qui à son temps était ministre. C'est lui qui a écrit pour la candidature de ces 9e jeux de la francophonie, mais curieusement, pas reconnu. Ce sont d'autres personnes. C'est un peu une pratique, hein. Ici, en République démocratique du Congo, on ne reconnaît pas les gens qui font de bonnes choses. Bon, c'est malheureux parce qu'il y a ce que nous appelons la continuité de l'État. Le président Félix aujourd'hui est en fonction. Il y a des choses qu'il est en train de poser. Dans les années à venir, il peut ne pas avoir un second mandat. Celui qui viendra après lui aura à inaugurer ou à continuer les choses qui ont été posées aujourd'hui. Et je crois que dans une république, on doit reconnaître les apports de chacun. La francophonie, c'est vrai, il a commencé en 2017 avec le ministre John Kwet. Et au nom de la continuité de l'État, ceux qui sont venus après ont récupéré le projet. Je crois que le minimum à faire aurait été de reconnaître que ce travail a commencé avec des gens, que ces personnes sont vivantes, à défaut de leur donner aujourd'hui une place parce que d'autres ont pris le commandement, mais le reconnaître n'est pas un problème. Je crois que le ministre John Kwet, honoraire, a fait une chose importante pour la République, il faut le reconnaître, il a posé les bases que le président a consolidées aujourd'hui et qui a permis à tout le Congo de reconnaître cette fierté-là. Si le pays ne reconnaît pas ce qui pose des actes pour son avancement, comment on motive ceux qui travaillent aujourd'hui? Je crois que la moindre chose qu'on puisse faire, c'est lui donner une médaille. Hein? Vous avez une chancellerie, vous lui donnez une médaille parce qu'il a travaillé pour la République en tant que ministre honoraire, il a posé des actes dont aujourd'hui tout le monde est fier, et à ce titre-là, qu'on lui donne une médaille et que sa reconnaissance, tout du moins de ce qu'il a posé comme acte, soit fait. Après, d'autres ont repris le flambeau, ont posé les actes aujourd'hui, le pays en est fier et également mérite cette reconnaissance de la patrie. Je crois que c'est un petit problème parce que il y a certains qui posent les graines, d'autres qui arrosent. C'est ça la République. Et donc, nous reconnaître le mérite de l'un parce qu'il a posé la graine, ce n'est pas un problème de mon point de vue. C'est de la continuité de l'État, tout à fait normal. Autant aujourd'hui, le président Félix pose des actes et des graines qui pourront pousser dans 10, 15, 20 ans. Parce que quand vous prenez en place une réforme comme la gratuité c'est l'école primaire. Hein. Ça veut dire que les élèves qui font la gratuité aujourd'hui sortiront du système éducatif dans 15 ans. Donc celui qui viendra peut-être dans 15 ans, c'est celui qui va bénéficier de tout ce que le président Félix pose aujourd'hui avec la gratuité. Mais on dira, voilà, il y a 15 ans passés, ce que nous avions sémé comme élément de gratuité ont donné 15 ans plus tard le résultat que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose. Le ministre John Kwet a posé les bases de la francophonie en 2017. Le pays en a recueilli les fruits aujourd'hui. C'est de bon droit qu'on lui reconnaisse cette idée-là et cette initiative-là qui a porté intérêt à la République. Mais comment expliquer qu'il y a eu quelqu'un qui était à la genèse de cela, mais les gens qui ont organisé ce jeu aujourd'hui, qui ont été aujourd'hui dans l'organisation, ne disent rien, ne citent même pas son nom? Au Congo, nous avons une culture de la tabula rasa. Ça veut dire comment je viens, tout ce qui était avant moi n'existe pas. Avec la méchanceté aussi. Hein. Méchanceté, je ne pense pas, mais nous n'avons pas cette culture de la mémoire. Nous ne gardons pas la mémoire dans nos institutions. Même quand vous remplacez quelqu'un dans les entreprises, nous avons tendance à effacer tout ce qui est fait avant et penser que le monde commence aujourd'hui. C'est une très mauvaise pratique parce que le pays se construit sur la continuité.
Ça veut dire, vous prenez les grandes nations, on vous dit la France c'est Colbert, c'est Napoléon, puis après d'autres sont venus. Donc le Congo c'est aussi Lumumba, c'est Kasavubu, c'est Mobutu, c'est qu'il a posé, c'est Mouzé, c'est Kabila, c'est Félix, c'est d'autres demain. Chacun à son époque pose des éléments de continuité et nous devons apprendre à construire cette mémoire-là qui reconnaît les apports des uns et la continuité des autres. Donc le reconnaître n'est réduit en rien ce que vous faites aujourd'hui. Par contre, ça permet à la nation de construire une mémoire. Ça veut dire nous venons de là, voilà d'où nous sommes passés, où est-ce que nous sommes aujourd'hui, où est-ce que nous irons demain. Alors, semble-t-il, ça n'a pas été facile parce qu'aujourd'hui, on parle d'un 9e jeu, mais au début, là, pour qu'on puisse accepter la candidature, ce n'était pas facile. Mais c'est normal, parce que déjà, en 2017, lorsque nous posions la candidature du Congo, c'était le Canada qui s'était désisté. Il fallait, dans le contexte de préélectoral, nous étions en veille des élections 2018, expliquer que le Congo, qui était en veille d'élections, des élections, attention, on connaît comment le monde entier regardait les élections 2018 chez nous, avec les risques d'implosion, convaincre que le Congo sera stable après 2018, après des élections que tout le monde attendait avec beaucoup de tension, et qu'après 2018, nous aurons la stabilité nécessaire pour avoir des jeux en 2021. Donc, arriver à construire la confiance sur un processus en veille d'élections en Afrique, et particulièrement d'élections d'un président en fin de mandat, ce n'est pas garanti. Donc, je crois qu'il faut reconnaître le mérite de ceux qui ont piloté à l'époque le projet et qui ont réussi à faire comprendre à l'international que les élections de 2018 n'étaient pas un obstacle à la stabilité et que nous pourrions avoir les jeux après les élections. Donc, je crois qu'ils ont le droit de répliquer cette reconnaissance de la nation-là. Après, ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a le travail qui a été fait après. Il faut saluer le travail fait par Isidore Kwanza dans des contextes très compliqués. Mais il y a eu un début. Hein, oui, un début très compliqué. Il faut saluer le travail du professeur Pono, l'ancien DG de l'INA qui nous a quittés malheureusement. Et donc chacun a à son niveau apporté un apport qui permet d'aller jusqu'aujourd'hui. Donc quand on parle francophonie, il y a John Couet qui est passé, il y a le professeur Pono qui est passé par là, et puis il y a Isidore Kwanza aujourd'hui. Il ne faut pas que tous les mérites se résument à Isidore Kwanza, parce qu'il a trouvé également les bases posées par d'autres, et le reconnaître ne réduit en rien ce que lui a fait en son temps, parce qu'il a également apporté une touche qui a permis dans un temps très court de finir les jeux. Maintenant, ça ne cache pas non plus toutes les frustrations que nous entendons chaque jour autour des prestations. Moi, j'ai été surpris, j'ai parlé avec des artistes la semaine passée. Les tenues que les danseurs, les artistes ont portées le jour de l'ouverture ont été confectionnées par une styliste camerounaise. Ça veut dire, en termes de retombées économiques, même ce que nous aurions pu gagner en termes de création artistique, on ne l'a pas pu l'avoir. Parce que les tenues de la cérémonie d'ouverture, toutes ces danseuses-là, ont été conçues par une camerounaise. Je ne parle même pas de Vivendi qui a pris l'alimentation, ainsi de suite. Donc il y a de choses pour lesquelles on peut encore revoir. Il y a ceux qui protestent aujourd'hui, qui ont travaillé comme prestataires, qui réclament leur dû. Je crois que pour l'intérêt, globalement, les choses se sont bien passés. Pour l'intérêt de la République, il faut vider ces frustrations-là et nous permettre d'avancer et de voir autre chose. Alors Pascal Oondje, quelle est votre analyse par rapport à ce débat, la reconnaissance? Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple les ministres de la Communication qui faisaient des briefings chaque fois par rapport à ce 9e jeu. On voyait même Isidore qui avait aujourd'hui la responsabilité de l'organisation de ce jeu. Mais il y a eu une histoire, il y a la genèse. Oui, je crois que Moleka a tout dit. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore ajouter. Sinon, lorsqu'il faut reconnaître les bons actes posés par les uns et les autres, dans le cadre du fonctionnement de notre pays, je pense qu'on ne peut qu'encourager ce point de vue. Ici, il s'agit d'un acte que lui, en tant que ministre à son temps, avait posé pour l'intérêt de la nation lorsque le Canada s'était désisté pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Alors, il avait saisi l'opportunité pour que ces Jeux s'organisent en République démocratique du Congo. Ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que depuis un moment, on n'a pas pensé que ces Jeux allaient s'organiser du fait qu'on avait pratiquement rien comme infrastructure. C'est vrai, l'idée était là, il avait pondu l'idée, l'ambition était là, il avait manifesté l'ambition, mais la pragmatisation a nécessité que le chef de l'État s'y implique alors absolument pour que finalement on ait des infrastructures comme nous avions eu, que le jeu soit fait comme il a été, ou ils ont été faits. Alors, mais au moins, le fait d'avoir déjà pris ce risque-là, à partir du moment où il savait que dans son pays, il n'y avait pratiquement rien, je ne peux qu'encourager. Et voilà, ce sont des actes comme ça. Parce que, vous savez, grand pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais organisé la CAN, par exemple. On a toujours peur. Et alors que, si on met la volonté, on peut mieux faire.
La preuve, nous avions vu. On n'avait rien, mais il a fallu commettre la volonté. Nous avions organisé, nous avons ajouté des infrastructures. Et donc, de telles ambitions, c'est à encourager parce que ça permet finalement à la République démocratique du Congo de s'exprimer, non seulement au niveau de l'Afrique, mais effectivement au niveau du monde. Alors maintenant, s'il faut qu'il soit primé, je ne vois pas... Le ministre honoraire John Kwete. John Kwete. S'il faut qu'il soit primé, je ne vois pas en quoi cela peut déranger les esprits. Mais en même temps... On ne cite même pas son nom, parce que Pascal Oronze, s'il vous plaît, il y a beaucoup de ministres qui ne savent même pas leurs prérogatives, ils n'ont pas un programme, mais lui, en son temps, il savait que ça relevait de ses prérogatives. Bon, peut-être que lui-même a disparu parce qu'il s'est agi des Jeux de la Nation. Pour nous, d'ailleurs, ce sont des jeux. Peut-être qu'il s'est disparu. Je ne sais pas si on l'avait chassé de la participation, je ne sais pas. Mais il fallait que lui aussi s'y implique, qu'il soit plus visible pour qu'il soit considéré. Et on ne sait pas faire des comparaisons avec les Mouyaya, par exemple. Il est actif, n'est-ce pas? Il était au cœur de tout. Et c'est normal qu'il informe à temps et à contre-temps. Alors, John Kwete, le fait qu'il n'était plus ministre, mais je constate qu'il n'était plus dans l'organisation de ces jeux. Il aurait fallu qu'il soit... On l'a pas impliqué, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est impliqué lui-même? Il fallait qu'il soit, en tout cas, membre de l'organisation pour que finalement, de temps en temps, aussi son nom. Mais ici, nous nous rappelons ce que lui avait posé comme acte à son temps. Si nous avons arraché l'organisation de ces jeux en République démocratique du Congo, il y a eu celui, à son temps, qui était ministre des coopérations régionales, qui avait posé ce problème lorsque le Canada désistait pour l'organisation de ces Jeux. Voilà pourquoi nous évoquons. Oui. Mais en même temps, il faut dire ici qu'il y a aussi un autre cas pour les journalistes. Les journalistes accrédités, ils ne sont pas jusqu'à ce jour, en tout cas remerciés du travail qu'ils ont eu à faire pendant tous ces temps des Jeux. Beaucoup d'autres corps sont remerciés. Je dois plaider pour les journalistes accrédités. À ce jour, ils n'ont rien reçu. Et ils se sont décarcassés. Ils ont vendu l'image de notre pays en bien. Mais hélas, jusqu'ici, ils ne sont pas considérés. Je plaide ici qu'on se penche à ce cas pour que les journalistes qui ont été accrédités, bien entendu, soient considérés, qu'ils soient remerciés normalement. Autant qu'on parle de John Kwete, autant que nous devons également parler des journalistes, parce qu'ils se sont battus aussi. Vous trouvez peut-être un dossier, il faut aussi chercher à aller à la source, chercher à consulter ceux qui ont été au début de l'affaire et peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous ces petits problèmes. Je pense qu'il doit avoir été consulté parce qu'il s'agit d'un ancien membre du gouvernement. Je pense. Vous pensez, mais c'est pas ça. C'est un ancien membre du gouvernement. Bon, je ne sais pas, on pouvait les considérer à ce moment-là comment, avec honneur directement. Non. Mais moi ici, c'est que ce que nous devons dire, c'est comme nous le disons maintenant, les gens vont comprendre à travers nos points de vue que c'est John Kwete qui avait écrit pour la première fois son temps. Lorsque le Canada s'est désengagé de l'organisation des Jeux, lui, en tant que membre du gouvernement, avait pris le risque, n'est-ce pas, d'accepter que la République démocratique du Congo organise ces Jeux. Ça, c'est une mérite pour lui, n'est-ce pas? Mais la suite, on ne peut pas aussi ne pas évoquer ceux qui se sont intervenus, n'est-ce pas, entre-temps pour que ces Jeux réussissent. Moi, John a fait ce qu'il avait fait. Eux, ils sont reconnus parce que les chefs avaient promis même de les recevoir. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont reçus. Mais apparemment, dans la liste, ils ne s'y retrouvent pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu la liste. Je ne sais pas si les autres sont reçus. Je ne sais pas si vous avez cette liste-là. S'ils ne se retrouvent pas, et nous plaidons ici qu'ils puissent se retrouver pour qu'il soit aussi remercié, lui. De mon point de vue, je ne vois pas en quoi cela peut énerver les esprits, en quoi cela peut indisposer les uns et les autres, si on insérait le nom de celui qui avait écrit la lettre pour la toute première fois pour que... Il faut peut-être des médailles, la reconnaissance, la présentation devant des gens, peut-être, comme a dit... N'en faisons pas trop. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a écrit une lettre, c'est lui qui a posé l'acte pour la toute première fois. Mais n'exagérons pas comme si tous autour de John Kwete. Non, John Kwete a fait ce qu'il a fait. Non. Parce que John Kwete a fait ce qu'il a fait. Il y a des ministres aujourd'hui, je donne un exemple, ils sont ministres de l'agriculture, ministres d'autres secteurs, mais dans l'ordre des secteurs, il n'y a pas de programme. Ils sont ailleurs.
Mais lui et moi, il est resté dans son secteur, il a créé une initiative c'est dans son secteur. Oui. C'est un actif que nous félicitons. Oui. Mais ne ramenons pas tout sur lui. Il était quelque part aussi peut-être obligé de le faire. Non, il avait fait. Non, je dis, il avait fait, il a posé l'acte. L'acte, là, nous l'avons salué, n'est-ce pas? De la salutation de cet acte, nous disons au chef de l'État que c'est bon qu'il soit primé. C'est qui est normal. Mais nous ne pouvons pas, au-delà de ça, dire que tout tourne autour de lui. Non, tout ne tourne pas autour de lui. Il n'a eu qu'à prendre... Mais tout commence par lui. C'est ça que je dis, parce qu'il avait écrit, n'est-ce pas? Tout avait commencé par lui, mais tout ne tourne pas autour de lui. Voyez-vous? Parce que les différentes étapes, à un certain moment, je vous parle, on a désespéré. Et Moleka vous a dit, c'est depuis 2017. 2017, le président Félix n'était pas encore au pouvoir. Voyez-vous? Posez-vous la question. 2017, 2018, jusqu'en 2019 où le président Félix est venu au pouvoir. Les 2 ans-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont rien fait. Il a fallu que lui vienne au pouvoir. Excusez, il a fallu que lui vienne au pouvoir. Même en 2018, on n'a rien fait. 2019, on n'a pratiquement rien fait. 2020, le dossier était déjà là. Il y avait déjà des dossiers. Mais les actes, le dossier, oui. Quand le président est arrivé au pouvoir, ils sont allés le présenter, le dossier. Vous présentez le dossier. Parce qu'on doit reconnaître les gens qui sont au début. Madame Gisèle, la grande difficulté que peut-être M. John Couette va rencontrer, c'est que dans notre pays, lorsqu'on construit une communication sur les événements, on l'a construit autour du président Félix. Et donc, dans la communication autour du jeu, on a présenté le jeu de la francophonie comme initiative du chef de l'État. Vous voyez, et le grand malheur de M. John Couette, c'est que l'initiative a commencé avant 2017. Et le mettre en lumière, ce serait en quelque sorte remettre en question la stratégie de communication. Non, mais il avait aussi présenté au chef. J'en viens. Ça veut dire que la communication telle qu'on a construite sur le jeu de la francophonie ne lui est pas favorable. Parce que ça voudra dire que les gens commençaient un peu plus tôt. Et que ce n'est pas celle que l'on nous construit comme communication. Et donc il va subir, malheureusement pour lui, ce contre-courant lié à la communication qu'on a construite. Mais moi je crois que ce n'est pas utile de construire une telle communication. Ailleurs, prenons une symbolique simple. Pourquoi lorsque les officiels ou les personnalités meurent, on met un drapeau sur le cercueil? On met un drapeau parce qu'on dit que la patrie a été reconnaissante pour le travail que tu as fait pour le pays. C'est pour ça qu'on met le drapeau. Et ailleurs, on remet même le drapeau à la famille de femme pour que la famille garde le drapeau à la maison pour dire « Notre père a travaillé pour le pays et ça, c'est la reconnaissance de la patrie. » Nous devrions apprendre à que la patrie reconnaisse ce que nos fils font pour sa grandeur. Tous les fils qui travaillent pour la grandeur du pays, d'où qu'ils viennent, quel que soit le régime auquel ils ont appartenu ou le gouvernement, doivent bénéficier de cette reconnaissance-là. On le voit lorsque nos jeunes acteurs jouent par exemple à la Coupe d'Afrique, ils ramènent une médaille. Nous disons qu'ils ont hissé de haut le drapeau du pays, on leur donne cette reconnaissance-là. Donc au-delà des communications politiques ou des régimes, ce fils du pays a fait quelque chose qui a cette grandeur que tout le monde reconnaît aujourd'hui, et rien que pour cela, il mérite la reconnaissance du pays. Maintenant, après, la stratégie de communication, médaille, la chancellerie. Et là, on peut lui donner une médaille. Historiquement, lorsqu'on écrira les livres, les mémoires de francophonie, j'espère que son nom pourra se retrouver. Si le chef de l'État recevra demain tous ceux qui ont concouru à l'avènement de jeu, j'espère qu'il sera dans la délégation, ne fût-ce que par mémoire, pour permettre à ce que la République puisse honorer tous ces enfants qui ont travaillé. Autant, je reconnais, que Isidore Kwanza, je le répète encore, a fait du bon boulot. Autant le président s'est impliqué personnellement pour qu'on y parvienne, autant d'autres ont posé les bases et ils doivent avoir la même reconnaissance. Tout le monde, on doit payer ceux qui demandent leur dû. Voilà, non, Gisèle, moi je veux qu'on fasse une bonne communication pour son intérêt d'ailleurs, pour l'intérêt de John Couette lui-même. Parce que ici, nous rappelons aux gens ce qu'il avait posé comme acte pour l'intérêt de la nation, n'est-ce pas? C'est cela l'information. Mais ne donnons pas l'impression comme si sans lui rien ne se ferait. Non. Il a introduit le dossier. Oui. Félicitations, oui. N'est-ce pas? Et c'est tout, on le reconnaît, c'est tout. Cet acte-là mérite une reconnaissance, comme dit Moleka. Mais nous ne pouvons pas, tout en disant correctement de cette manière, vouloir exagérer que c'est lui au centre de tout. C'est ce que je ne veux pas qu'on communique de cette manière-là, sinon nous allons mal communiquer pour lui. Il a été ministre,
lorsqu'il a constaté qu'il y avait un pays qui désistait dans l'organisation de ces Jeux, malgré que dans son pays, il n'y avait rien comme infrastructure, il avait pris le risque en tant que ministre d'écrire pour que ces Jeux s'organisent dans son pays. Ce qu'il a fait. Pour ça, félicitations. Voyez-vous? C'est tout. Mais justement, oui. non, mais félicitations, c'est médaille, exactement, non. Mais le reste, aussi, nous devons savoir dire que les autres... Là, c'est déjà dit. Voilà, c'est de cette manière. Sont pas reconnus. Nous Voilà. limitons pour lui, informer l'opinion que c'est lui le premier à avoir écrit la lettre. C'est là qu'il mérite être reconnu. Le reste, c'est les autres également, les uns et les autres, qui ont appuyé son projet pour que finalement les Jeux s'organisent chez nous. C'est de cette manière que nous devons communiquer. Merci Pascal Owunchi. Alors on passe au deuxième sujet, c'est le congrès de l'UNC. Congrès de l'UNC, qui s'est dit candidat président de l'UNC. C'était prévisible, Christian Bolika? Très prévisible, d'autant plus que le président de l'UNC lui-même est membre du présidium de l'Union Sacrée. Et lorsque l'Union Sacrée a fait sa sortie officielle au stade de Martyrs, le président de l'UNC a annoncé clairement qu'il soutiendra et qu'il battra campagne pour le président Félix. C'était au mois d'avril. Et donc, vous prenez depuis avril jusqu'en août, c'est en août que le Congrès ne vient que formaliser ce que son président avait déjà publiquement annoncé depuis le mois d'avril. En fait, c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans nos partis politiques. En principe, on devait avoir l'inverse. Un parti politique qui lève l'option et le président du parti qui, au nom du parti, donne l'orientation. Mais en fait, nous avons eu un président du parti qui, déjà 2 mois avant, a donné la ligne et son parti politique n'a que fait que formaliser. Pour moi, le plus important, ce n'est pas le Congrès. C'est la conséquence politique de ce choix-là. Ça veut dire que vous avez un Caméré qui, en début de législature, parlait d'un accord entre l'UDPS et l'UNC, où l'UNC soutenait l'UDPS en 2018 et que l'UDPS soutiendrait l'UNC en 2023. C'était ça l'un des aspects de l'accord de Nairobi. Et ça tombe caduque. Hein. En 2023, la dynamique politique a fait qu'on n'en parle plus. Donc l'UNC a réévalué ses ambitions et aujourd'hui s'aligne derrière l'UDPS. Ça, c'est un. De deux, vous avez un Caméré qui était en train de monter en puissance depuis 2008, depuis qu'il a quitté le PPRD, qui a été 3e aux élections de 2018, 2011 plutôt, et qui ne va pas se présenter pour la 2e fois aux élections. Après 2011, 2018, il était derrière Félix. Il y a également 2023, où il sera à nouveau derrière Félix. Or, Vital Kamerhe a 64 ans. Ça veut dire qu'en 2028, Vital Kamerhe aura 69 ans. Il sera à la porte de la septantaine. Est-ce qu'à 70 ans, on peut encore s'attendre à un Kamerhe candidat président? Est-ce que ce n'est pas peut-être déjà une transition qui se met en place d'un acteur? C'est vrai que la politique, c'est l'art du possible et qu'il peut revenir. Mais d'ici à 2028, si Kamerhe ne se présente pas aujourd'hui, en 2028, Kamerhe aura 69 ans, il sera à la porte de la septantaine. Est-ce qu'il aura toujours les mêmes ambitions? Est-ce que c'est un acteur aujourd'hui qu'il faudra plus attendre à ce niveau d'ambition, c'est-à-dire au présidentiel? Je crois que c'est ça l'enjeu, de mon point de vue, de sa propre ambition politique. Parce que nous avions un acteur qui, pendant un temps, a côtoyé les ciels et tout le monde voyait un Kamerhe présidentiable. Aujourd'hui, la dynamique politique faisant, Kamerhe, certainement pragmatique, a revu à la baisse ses ambitions. Et donc, on le verra encore pour les 5 prochaines années, revoir à la baisse ses ambitions et peut-être se tourner un peu plus bas. Je ne vois pas l'UNC graffer la majorité présidentielle. Donc, je ne les vois pas parlementaires plutôt. Je ne les vois pas être à la tête d'un gouvernement à moins d'un accord politique. Et donc, quel sera l'avenir politique de Kamerhe après avoir côtoyé pendant le temps la présidentielle? C'est ça l'enjeu du Congrès qui va, de mon point de vue, beaucoup participer à changer la configuration de la classe politique dans les années à venir. C'est-à-dire que c'est fini pour lui à la candidature de présidentielle? Je ne dis pas que c'est fini, j'ai dit que la politique c'est l'art du possible. Mais c'est un indicateur important sur ce que va être le jeu politique dans les années à venir. Parce que vous avez un acteur qui montait en puissance et qui a pris des choix politiques qui aujourd'hui remettent en question ses propres ambitions et qui font que la dynamique actuelle fait qu'à l'horizon 2028, va-t-il rester un acteur moyen, un acteur premier? Tout cela dépendra de la capacité de l'UNC à avoir le nombre de sièges déjà aux élections de 2023. Mais en termes d'ambition personnelle, c'est quelqu'un qui a reculé au niveau de ses ambitions personnelles par rapport au Kamerhe de 2008. C'était quelqu'un qui a reculé. Maintenant, oui, il y a le procès sans jour qui est passé par là, il y a l'épée de Damoclès de la justice sur sa tête, et donc il est
politiquement un peu réduit, ça l'a réduit, mais c'est quelqu'un qui a revu à la baisse d'ambition et l'étoile qui montait est en train quelque part de stagner. Alors Pascal, on dit votre analyse également par rapport à la désignation de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi candidat président par l'UNC de Vital Kamerhe. Est-ce que c'est pas l'après-prison? Est-ce que c'est sincère? Voilà, tant des questions qui se posent des observateurs. Bon, la politique est dynamique et en politique, il faut être réaliste, il faut savoir lire, il faut savoir faire la discursivité et lire les signes qui nous entourent. Je ne pense pas que la fonction qu'il faut pour un individu au monde, c'est seulement la présidence. Je ne crois pas. Mais il avait des ambitions. Moi, Pascal, par exemple, je n'ai jamais rêvé un jour même si je pouvais développer, au moins que ça se manifeste sans ma volonté, mais si c'est pas ma volonté, je n'ai jamais rêvé un jour être candidat président de la République. La primature, oui, mais être président de la République, c'est mettre la corde au cou, inutilement. Vous ne serez jamais candidat président de la République? En tout cas, non, je ne pense pas. On retient, hein? Oui, mais retenez. En tout cas, ça, pour moi, non. On garde tout ça sur c'est une fonction que je n'ai jamais admirée. Sur YouTube. C'est une fonction que je n'ai jamais admirée. C'est une fonction que je n'ai jamais appréciée. Ça peut changer, Pascal. Mais ça peut changer, mais au moins, à ce stade, c'est une fonction que je n'ai jamais admirée, je n'ai jamais appréciée. J'ai toujours vu, lorsqu'on est président, on s'agglutine de plusieurs risques. Et je n'ai jamais admiré ça. Et vous savez, Kamerhe, je crois qu'il est réaliste parce que, vous savez, le leader, c'est cette personne qui a une rencontre mystérieuse avec sa population. Et parfois, on peut ne pas comprendre Tshisekedi, mais c'est cela. Cette rencontre mystérieuse fait qu'en étant ensemble avec Kamerhe se rend compte de manière plus réaliste qu'à ce jour, c'est lui. C'est qui, Félix? C'est Félix Tshisekedi. Ça, c'est le réalisme politique. Et pour ça, il mérite mes félicitations. Il n'est pas affaibli? Non, il n'est pas affaibli. C'était des conditions pour il n'est qu'il pas puisse quitter la affaibli. prison. Il n'est pas affaibli. Occuper de telles fonctions, ce qu'il occupe aujourd'hui, sont des hautes fonctions au pays. Ministre Peut-être, de l'économie. oui. Un jour, devenir vice-premier ministre dans la vie, ce n'est pas facile. Il faut Mais pas. il était président de l'Assemblée nationale. Attendez. C'est aussi des hautes fonctions. J'ai une très grande famille, n'est-ce pas? Une très grande famille élargie depuis longtemps. Personne n'a jamais été ministre. Non, mais il était président de l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été candidat en 2011, n'est-ce pas? Il devait être candidat en 2018. Je parle du réalisme. Il n'est pas allé comme candidat. 2023, parce que 2018, il a été avec son ami, où ils ont battu campagne contre tous, ça il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, quoi de plus normal que de sauvegarder le pouvoir qui se sont battus depuis 2018? C'est qui est normal. Qui vous dit que après 2023, il ne sera pas président de l'Assemblée nationale? Qui vous dit ça? Qui vous garantit? Qui vous dit qu'il ne sera pas président du Sénat? Qui vous dit qu'il ne sera pas Premier ministre? Ça va les suffire. Non. Qui vous dit qu'après 2018, il ne sera pas président de la République? Le destin de quelqu'un, ce n'est pas à nous de définir. Il est difficile de faire les calculs. Qui a cru qu'il allait sortir de la prison aujourd'hui pour qu'il soit vice-premier ministre? Personne n'a cru. Mais il est là, vice-premier ministre. Donc dans la vie, n'est-ce pas, il faut laisser le destin se manifester. Nous faisons des analyses par rapport à ce que nous voyons. Mais la lecture politique, la réalité politique en est autre chose. Alors, maintenant, il cède. Parce que les autres évoquent l'accord de Nairobi. Mais quand vous lisez cet accord, quelque part, j'avais suivi aussi le président Félix à son temps, il parlait de 2 mandats. Après 2 mandats, l'autre viendra. S'ils sont dans cette logique, par exemple, ils se sont dit, bon, voilà, parce que nous avons en face de nous la Constitution, la disposition 220 de la Constitution nous dit le mandat est de 5 ans une fois renouvelable. Dans le cas d'espèce, comme vous avez déjà bénéficié 5 ans, c'est normal que vous alliez jusqu'au 2e mandat, parce qu'après 2e mandat, vous n'aurez pas un autre mandat. Attendez, alors à ce moment-là, je peux revenir. Mais ils peuvent s'entendre. Okay. Si se sont entendus, est-ce que nous sommes informés? Parce que je les vois de temps en temps, ils sont ensemble. Nous analysons ce qui se présente devant nous, simplement. Et moi, je dis, l'UNC a été très conséquent d'avoir fait le choix sur le président en exercice pour qu'il puisse continuer le mandat et ensemble avec les autres partis politiques dans le cadre de l'Union sacrée, et ils verront dans les années qui vont venir comment va se présenter finalement la nouvelle configuration pour la gestion du pays. Il ne faudrait pas qu'on commette les erreurs, par exemple, de Joseph Kabila. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas pensé céder le pouvoir.
premier mandat fini, deuxième mandat, jusqu'à la fin, il n'y a pas une organisation efficiente pour céder le pouvoir. C'est à la dernière minute, le dernier jour où on clôturait le dépôt des candidatures à la présidentielle, que lui-même, chez lui, dans sa chambre à coucher, va choisir Shadari et surpris, Shadari va prendre seulement le document, sans d'autres documents, il va déposer à la CENI et les autres documents sont venus après pour compléter. Il est comme candidat. En étant candidat, il a été contesté par tout le monde. Ils n'ont pas su battre campagne pour lui. Et la conséquence, ils sont allés aux élections. Il a perdu. Et ils ont perdu. Aujourd'hui, quand vous parlez du PPRD, le PPRD n'existe plus. Plusieurs partis politiques faisant membre hier du FCC n'existent plus. Simplement parce qu'ils ne se sont pas bien organisés. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, les membres de l'Union sacrée seront inspirés de cet exemple, dans le cas d'espèce ici, l'UNC, pensez qu'il faut plutôt privilégier l'organisation. Parce que la fonction ultime n'est pas seulement la présidence, on peut occuper d'autres fonctions et on gère le pays, on fait avancer les choses au pays. Ce qui est plus important, dans le cas Kamere par exemple, il est vice-premier ministre de l'économie. Nous avons des cas de problèmes sérieux en termes de taux. C'est là, c'est sa contribution pour le pays. Il doit travailler, n'est-ce pas, pour que la question économique soit satisfaisante pour la population. Et pas seulement être président de la République. Je le déconseille d'ailleurs. Je le déconseille de penser aller à la présidence. C'est comme moi, de la même manière que moi, je ne rêve pas aller comme candidat président un jour, autant pour lui, mais qu'il occupe de hautes fonctions, n'est-ce pas, pour participer à la bonne gestion Alors, du pays. les membres de l'UNC ont justifié leur position par les soucis de parachever toutes les actions du programme commun conçu avec son partenaire l'UDPS. Bon, ça sont des éléments de communication, mais je rappelle quand même que le même CG Billy Kambale, il y a quelques années, rappelait qu'en 2023, c'est l'UNC qui prendra le pouvoir. Ça, c'était encore à l'époque où Vital Kamerhe était en prison. Le même Billy Kambale qui est CG rappelait que l'UNC tient à l'accord de Nairobi et qu'en 2023, c'est l'UNC qui sera au pouvoir et que l'UDPS devra soutenir. Bon, c'est la communication politique. Le réalisme, le pragmatisme est un élément important de politique. Je crois que par réalisme, l'UNC a compris. Par réalisme, que déjà, ils ne seront pas allés en 2023, l'UDPS ne les suivra pas, que l'UDPS est dans une dynamique où le président doit rempiler, que la réalité politique sur le terrain a fait que vous avez un Kamerhe réduit, qu'on le veuille ou non, parce que l'affaire 100 jours est passée par là, les différents procès. Il y a une affaire judiciaire qui est pendante, qui n'a jamais été fermée, qui est pendante, parce que l'histoire du procès 100 jours n'a jamais été fermée. Et qu'à ce jour, on ne peut pas dire qu'il est innocent. Donc le dossier est pendant, ça peut revenir comme pour Matata à n'importe quand, et donc par réalisme politique, Kamerhe a ravalé ses ambitions et laissé la possibilité au président de continuer. Et donc l'UNC, oui, mais c'est un acteur politique. Je crois que Kamerhe, c'est un animal politique qui a le flair politique. Il a compris à la fois la menace pour sa propre personne et les limites des capacités, et donc il va accompagner le président pour ce second mandat, quitte à permettre à ce que, via les élections, l'UNC puisse gagner un certain nombre d'élus qui lui permettent de jouer au sein de la prochaine majorité. Maintenant, moi je ne limite pas son mandat. Comme je l'ai dit, la politique est l'art du possible. Je l'ai répété 2 fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en politique dire ça c'est impossible. Donc on peut voir l'homme rebondir, on peut le voir revenir, mais en termes d'analyse, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une donne en politique qui s'appelle aussi l'âge. Nous sommes dans un pays chroniquement jeune. Ce pays a toujours eu essentiellement des présidents qui ont moins de 60 ans, excepté peut-être Mouzé qui est venu plus vieux. Vous prenez Mobutu, vous prenez Joseph Kabila, vous prenez Félix qui a pris la cinquantaine. Le Congo n'a jamais eu à ce stade un président à la septantaine. Est-ce que ce sera une première expérience d'avoir un président de 70 ans dans un pays où une population chroniquement jeune? Ça, on le verra bien. Mais ce sont des données d'analyse qui nous permettent de voir et de situer chaque secteur dans le délai. Bien évidemment, gardons à l'idée que la politique est dynamique, que l'art de la politique n'est pas impossible et qu'on peut avoir un retournement. Mais c'est une réduction d'ambition. Par rapport à ce que l'UNC a affirmé en 2018, par rapport à ce que Kamerhe lui-même, personnellement, parce qu'il y a l'UNC et il y a Kamerhe, c'est 2 choses différentes. Il y a le parti et l'ambition personnelle. Par rapport à l'ambition personnelle qu'il portait lui-même, c'est une réduction d'ambition. Rappelez-vous, Kamerhe est parti en 2008 de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait un article, bon, l'un des facteurs, un article de Jeune Afrique, en 2008, François Soudan, jusqu'où ira Kamerhe. Le fameux article où il était assis, il regardait en l'air, et tout le monde a dit qu'il enviait, déjà à l'époque, le poste du président Kabila,
Et tout est parti de là pour qu'on le déboulonne. Bon, il y a d'autres acteurs qui sont entrés, mais l'article de François Soudan a été un des éléments déclencheurs parce qu'on a estimé que l'homme a fait beaucoup d'ambition alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un homme ambitieux, très ambitieux depuis très longtemps. Et aujourd'hui, l'homme ambitieux s'est assagi peut-être. Il s'est assagi. Non, mais Voilà. pas seulement Caméré, pas seulement l'UNC. Bientôt, nous aurons aussi le congrès du MRC. Qu'est-ce qu'on dira? N'est-ce pas? Quelqu'un comme... AFDC, c'est déjà prononcé. Non. AFDC, modeste, n'a jamais jusqu'ici développé les ambitions présidentielles. Il n'est pas présidentiable jusqu'ici. Non, prononcé pour la candidature. Non, moi je parle de des hommes présidentiables dans leur ok. parti politique. Parce que nous avons parlé de Vital Kamerhe, et il y a Jean-Pierre Bemba en même temps. Bientôt, c'est le congrès du mois de libération du Congo. Quand vous prenez Jean-Pierre Bemba, vous prenez Vital Kamerhe, je crois que la balance sera déséquilibrée. Mais quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, en termes d'ambition présidentielle, je crois que le Congrès va également entériner la candidature du président Félix. C'est cela le réalisme politique. Et vous aviez entendu, même lorsqu'on a vu Jean-Pierre Bemba accepter d'aller dans le gouvernement comme vice-premier ministre à la défense, les gens sont allés dans tous les sens. Comment Bemba peut se réduire? Comment il peut accepter? Mais le réalisme politique a fait qu'il aille travailler. Et il est aujourd'hui vice-premier ministre à la Défense. Demain, c'est les élections. Le congrès du parti sera organisé. Sûrement qu'on va porter Félix Tshisekedi comme candidat. Qu'est-ce que les gens vont encore dire lorsqu'on voit une personnalité comme Jean-Pierre Bemba ne pas aller comme candidat, faire le choix sur une autre personne? Voilà, c'est la même chose. Ça, moi je dis, lorsqu'il s'agit de réalisme politique, j'encourage que d'aller bêtement, comme j'ai vu les gens Marc Kabonde. Ça, ce n'est pas réfléchir. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir se regarder, se mesurer. Même si je suis fort, à ce stade des temps, si je vais aux élections, est-ce que Moleka va porter son choix sur moi? Qu'est-ce qui rassure? Parce que ce n'est pas encore le temps de... Non! Quand vous dites qu'il y aura un homme intelligent sait lire sa société. Un leader anticipe, il voyage dans le temps. Il peut voir ce qui va se passer. Il ne faut pas être des candidats comme nous avions vécu il y a quelques années passées. Des Kikouni, ici c'est Kikouni là. 7 Kikouni. Ce sont des aventures. Il faut se mesurer, dire, si je vais maintenant, je serai effectivement compétitif. Et mon image sera gardée. Que d'aller ternir mon image par une simple représentativité. Non. Et voilà pourquoi. Non, mais c'est ce que je dis. Même Jean-Pierre Bemba, c'est ça. Dans mes numéros, j'analysais la fois passée que la force de Jean-Pierre Bemba la fois passée était dans l'opposition contre Joseph Kabila. Parce qu'il y avait deux conceptions, la conception nationaliste et la conception étrangère. On voyait en Joseph Kabila un étranger qui devrait être combattu par un nationaliste et être remplacé par un nationaliste. Ça a été ça le combat en 2006 et jusqu'à la sortie de Jean-Pierre Bemba de la Cour pénale internationale. Pascal, j'étais au plateau, je faisais les directs au four et au moulin. Et ça a été ça. Et vous allez vous rendre compte que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, Jean-Pierre n'a plus les mêmes ambitions. Même Kamerhe, son opposition, son leadership a été fondé dans l'opposition contre Joseph Kabila. Et lorsque Joseph Kabila n'est plus là, son leadership n'est pas la même. N'est pas le même plutôt. Les choses ont changé. Et donc, tout en regardant les réalités en face, ils se disent, il faut maintenant réajuster les tirs. Il ne faut pas aller parce que simplement Gisèle me pousse d'aller et puis je vais. Non. Pour aller, je dois voir si les conditions sont réunies. Si je vais aujourd'hui, je vais sauver mon image. Donc, sinon, il va... C'est Félix Tshisekedi qui sera réélu en 2023. Si vous savez lire la politique, vous regardez qui peut remporter les élections. Merci Pascal Oudje. Alors, qui peut battre Tshisekedi aujourd'hui, en toute réalité. Nous sommes déjà à la fin, Christian Moleka, par rapport à Corneille Nangaa. Un mot alors, par rapport à ce que nous avons annoncé et après nous allons conclure. Corneille Nangaa s'est fait remarquer depuis un certain temps par des déclarations assez tonitruantes vis-à-vis du pouvoir.
il faut quand même rappeler que Corneille Nangaa a fait partie de la short list de personnes qui étaient sous sanctions américaines après les élections de 2018. Et que depuis, certains sont sortis de la liste. Que ce soit des officiers militaires, des anciens politiques. Et lui reste dans ce short list-là. Et qu'au début du mandat, il s'était très rapproché du président, Félix Tshisekedi. Il était pratiquement tout le temps à la présidence, on le voyait avec les gens de la présidence, avec qui il a beaucoup côtoyé. Il a même été cité dans beaucoup de dossiers, y compris le dossier des paramètres d'école minier à Okimo. Et donc, je crois qu'il y a une donne personnelle qui est liée à son statut et à d'éventuels rapprochements avec le pouvoir qu'il a dessus. Et que comme dessus par ce rapprochement, il s'en est éloigné avec des postures très tonitruantes, on les sent dans ses propos. La toute dernière sortie où il parle de la présence des FTLR au sein des gardes républicaines. Et je crois que c'est cette sortie-là qui a fait que probablement on a voulu l'amener devant la justice. J'ai vu le ministre Mouyaya déclarer dans un point de presse que des déclarations pouvaient conduire devant la justice. Et je crois qu'il a certainement décidé de quitter le pays pour éviter d'aller répondre devant la justice à ces déclarations qui sont d'une grande gravité énorme. Il savait que ça va tourner sur lui. Nous sommes dans une période où il y a aujourd'hui des probables sanctions qui pourront tomber sur des officiers congolais, venant notamment des États-Unis, parce qu'on accuserait certains officiers congolais d'être proches des mouvements FDLR-FOCA. Et à ces moments où le pays est sous cette pression-là, un fils du pays qui présente ses armes d'argument, il a ajouté qu'il avait des éléments de preuve. Je crois que c'était des propos très graves. Très grave. Et prendre l'option de quitter le pays, c'est peut-être pour lui d'échapper à l'exposition à une justice qui apparemment commence à se dessiner pour lui. Voilà. Pascal, on dit une minute aussi pour vous. Je ne l'ai pas vu sage parce que après avoir occupé de hautes fonctions, diriger une grande institution comme la Commission électorale nationale indépendante, je crois qu'il devait avoir un comportement qu'il fallait adopter. Pas rapidement vouloir s'afficher comme politique alors que en toute réalité vous n'avez pas les armes politiques, des déclarations parfois non contrôlées, je ne sais pas pour plaire à qui. Alors j'ai vu un Corneille Nangaa que je n'ai pas reconnu quand il était président de la CENI. En tout cas, je crois que ça doit servir de leçon pour nous autres. Et lorsqu'on a occupé d'autres fonctions, il y a une attitude à adopter. Il y a un langage qu'il faut adopter. Il y a un comportement qu'il faut afficher. Donc on ne peut plus être un monsieur tout le monde. Donc on se distingue du fait qu'on a géré les dossiers sensibles de l'État. Alors maintenant, si on doit s'exhiber et vouloir, je ne sais pas plaire à qui, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Alors là, c'est lui-même qui a quitté son pays. Hein, ouais. L'exil n'est pas facile. L'exil, je n'ai pas encore vu un mandat. Je n'ai pas encore vu un acte judiciaire contre lui. Alors l'exil n'a jamais été facile, même s'il a eu beaucoup d'argent, mais je crois qu'à un certain moment, il va s'inspirer des Ngwanda et les autres. Voyez-vous? Donc partir comme ça, je ne sais pas, sentimentalement. J'avais suivi même le point de vue de son petit frère qui est gouverneur de Haut-Touélé, s'opposer à son grand frère, prodiguer même des conseils. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit se comporter. Voilà, il n'a pas écouté, il n'a entendu, il n'a écouté personne. Et aujourd'hui, il est en exil volontaire. Exil volontaire. Il est en exil volontaire, initiative privée de Corneille Nangaa. Il y a quand même un petit facteur peut-être à rappeler. Rappelez-vous que l'année passée, au mois de décembre, il y a eu un mini congrès autour des anciennes provinces orientales et qui avait pour vocation de construire un leadership politique. Et donc Nangaa était probablement en train de préparer également sa propre ambition présidentielle. Parce qu'il y a cette volonté-là de venir en politique. Mais ce qui importe, c'est que, comme je le dis, il est encore sous sanction. Il y a eu des rapprochements avec le pouvoir. Et ce n'est que lorsque ces rapprochements ont coupé que le Nangaa que nous découvrons aujourd'hui est né. Est-ce que ce n'est pas la conséquence du fait que ce rapprochement-là s'était fait à avorter et c'est comme ça qu'il a de ce comportement. Voilà. C'est le manque de la sagesse, c'est pratiquement. Merci Pascal. Merci. Merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à Moro Djambé. J'ai pensé rappeler une chose, Gisèle. Le réseau Orange dérange les gens aujourd'hui. On ne sait plus faire le travail. Un dysfonctionnement total. Le réseau Orange dérange. Aujourd'hui, le monde, c'est sous les nets. Alors, lorsque les nets ne fonctionnent pas, c'est tout un préjudice qu'on porte à la nation. Et on ne met pas une plainte contre Orange.
Merci à Doudou Montieri, le coach des kiosques. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons mercredi avec le même plaisir. Au revoir.